qui nous viennent de la chirurgie générale, on se met d'accord. C'est pas, c'est de vos services, c'est rarement des gastro-entérologues qui me les envoient parce que c'est des patients normalement qui ont dû régler leur pathologie primaire. Donc, et je peux vous assurer que la discussion, moi c'était surtout par cette communication, c'était pour vous montrer que quand on nous envoie un patient, c'est pas comme ça que ça se fait. Moi en tout cas, quand les choses me plaisent pas, je prends mon téléphone. Hein. Je peux vous assurer que quand ça me plaît pas, je gueule des fois, parce que surtout des fois quand les anapathes, ça me plaît pas les résultats, quand c'est mal fait, quand surtout dans le privé des fois ils se foutent de leur gueule, je prends mon téléphone et ça je peux vous assurer que je gueule, et quand si les choses sont bien faites, ben, je les remercie, et surtout pour eux, c'est surtout ça. Et ça c'est très important. Bon, ça va, je pense que le message est bien entré, donc ça va. Professeur Azouan. Il y a le... Voilà. C'est une histoire de chirurgien. Sinon, le commentaire, il faut tenir compte un petit peu de tout l'environnement. Hein. Donc, on a des difficultés vis-à-vis de l'imagerie pour l'avoir rapidement. On a des difficultés même en RCP. Hein. On discute avec les oncologues. Moi, je raconte toujours cette anecdote. On discute, les cancers sont de plus en plus compliqués et complexes. Et on discute sur chaque cas, donc les chirurgiens, les radiothérapeutes quand ils sont là, les oncologues, et ce n'est pas évident. Et donc, pour sauter sur le... Et on pose souvent à nos résidents des cas cliniques de cancer où il faut en 30 secondes identifier le staging, il faut donner la technique opératoire. Ça, c'est pour l'enseignement. Donc, il me semble que c'est ce qu'on demande à nos étudiants, à nos résidents. Donc, je vais peut-être vous raconter une anecdote sur un peu le... On avait fait donc une rencontre à l'INSP il y a quelques années avec M. Zitounis pour un peu nous donner les chiffres sur les registres du cancer. Et l'un des cancers qui était sur le podium, sinon le premier, c'était le cancer du poumon. Donc on parlait un peu de façon technique, hein, chirurgiens, des oncologues, etc. Moi, je devais dire... Non, regarde, moi je dis qu'en tant que chirurgien, il y a une différence. Moi je dis, la meilleure chose qui peut arriver à un patient, c'est qu'il ne tombe pas entre nos mains. Première des choses. S'il tombe entre nos mains, c'est que le pauvre, il est mal barré. C'est-à-dire, même si on va pour le guérir, on ne guérit pas une maladie qui est chronique. On essaye, donc on va ramener quand même, on va le rendre plus malade. Si on est des ouvre-boîtes, c'est-à-dire qu'on va se contenter à prendre le malade, néoplasie, organe, on va le lui enlever, on va le mettre en réanimation et on est très content, on est fier, on va faire des chiffres. Ça, c'est le rôle d'un ouvre-boîte, pas d'un chirurgien. Un chirurgien, c'est un médical. Il s'occupe de la maladie. C'est vrai que vous avez les gastro. Par exemple, nous, dans le poumon, on a beaucoup, parce qu'on a les endocrinos pour la thyroïde, on a les sénologues pour le sein, on a les pneumos. Mais il faut être au courant de ce qui se passe. Et je suis désolée, peut-être, je dirais peut-être pour des résidents, pour des jeunes chirurgiens, ils sont pressés de rentrer au bloc, opérer et tout, ça c'est normal. Mais je pense qu'après une certaine catégorie, quand on a dépassé, quand on est un peu moins jeune, je dirais, parce qu'il n'y a pas d'anciens, je dirais un peu moins jeune, peut-être un peu plus de maturité, il faut sortir un petit peu. J'ai moins de temps de faire au bloc opératoire, maintenant je me bats parce qu'il y a tellement de choses. Mais il faut rester, bien sûr, être technicien chirurgien, moi j'appelle ça technicien en bloc opératoire, à l'extérieur, se battre pour l'organe pour lequel on travaille, pour la maladie sur laquelle l'organe est atteint. Si on ne fait pas ça, et c'est ça, parce que tout à l'heure, quand on était à table avec le professeur Daoud, on est confronté à une médecine médiocre. Médiocre, mais c'est nous qui l'avons rendue médiocre, je suis désolée de le dire.
on l'a rendu médiocre parce qu'on ne sort pas de nos blocs opératoires pour aller voir. Les anapathes, ils sont gentils, elles sont adorables. C'est toutes des femmes, sur Monsieur Larbi, c'est toutes des femmes. Mais elles se battent, mais ils n'ont pas de moyens. Bon Dieu, les anapathes qui n'ont pas de moyens. Moi, un anapathe, il n'a pas de moyens, je m'arrête, je vais faire de l'autre, je vais faire autre chose. C'est-à-dire, je me bats pour eux, plus que pour moi. Je me bats pour qu'il y ait de la fibro, je me bats pour qu'il y ait, par exemple, pour vous, pour la cancer du colorectal. Moi, je vous en jure, j'aurais fait une communication, rien que sur le dépistage. Voilà. Donc, je vous remercie, parce que là, je vais prendre plus de temps et les autres. Voilà. Métastase pulmonaire. Parfois, on est un peu embêté par le diagnostic différentiel. S'agit-il d'une tumeur bronchique ou pulmonaire, ou bien une métastase hépatique secondaire à un cancer colorectal? Faudrait-il faire des explorations pour être clair et faire le diagnostic différentiel? La deuxième question, concernant la priorité chirurgicale. Faudrait-il commencer par le cancer ou par la métastase pulmonaire? Alors c'est très simple. Nous, on essaie d'avoir un truc de qualité. Alors, il n'y a pas chez moi, par exemple, public et privé. Hein. On se met d'accord. Je ne fais pas de différence ni public ni privé, ni jeune ni vieux. C'est en matière de compétences. C'est-à-dire nos radiologues, ils sont tous dans le privé. C'est pour ça que je reviens à dire dans ça. Autant les anapathes sont tous dans le public, autant les radiologues sont tous dans le privé. Ça tourne. J'essaie d'avoir le diagnostic. C'est-à-dire que si le taux de thoracotomie exploratrice dépasse les 3% dans mon service, c'est que mon service est mauvais. Ma quinche, là où je travaille en tout cas. C'est donc comment améliorer. Donc, mais par contre, je l'envoie pas, je fais pas une lettre en lui disant biopsie scano-guidée. Je l'envoie vers un spécialiste qui sait le faire avec qui j'ai le taux. Il est dans le public, il n'est pas dans le public, je l'envoie là où il travaille. Il n'y a aucun souci, je n'ai aucun souci de morale ou la. C'est-à-dire, il faut orienter aucun patient. Pour ne pas dire exceptionnellement, opérer un patient dont je ne savais pas si c'était primitif ou secondaire. Sachant que, à la limite, ça ne gêne pas parce qu'on essaie à ce moment-là de faire une lobectomie. Mais si ça devient plus gros, alors là, mais un diagnostic, mais il faut savoir, c'est pour ça que je vous ai dit, on a des téléphones, moi je l'utilise énormément hein, pendant ma consultation, le dimanche matin, ça chiffre un petit peu, mais il faut savoir, et on a de très bons radiologues. Mais je vous ai dit, ils ne sont pas dans le public, gars. Donc, on a de très bons radiologues dans le poumon et ils nous font d'excellents, de bons diagnostics. Je l'envoie par contre, interdiction formelle d'envoyer en anapathe privé. Je n'ai rien contre les privés en tant que le radiologue. Mais simplement, j'ai besoin d'une immunohisto faite par un expert. Sachant que l'immunohisto n'est pas quelque chose qui est visible à l'extérieur, ça ne m'intéresse pas qu'il me fasse encore le truc et que je me retrouve avec un bloc minime qui va être relu par mes confrères ou mes consoeurs. Ce qui fait que je dis, il peut faire la radio dans le privé, mais par contre, obligation de me ramener la pièce opératoire. Et nous avons des centres de référence, ceux qui sont bons dans l'os, comme à Douira, ceux qui sont bons pour les ganglions, ceux qui sont bons dans le poumon, ceux qui sont bons dans le sein, ceux qui sont bons. C'est-à-dire, essayez aussi, vous m'excuserez, il ne faut pas demander à l'État à ce qu'elle vous fasse des pôles d'excellence. Les pôles d'excellence se font avec les gens avec qui vous travaillez. On crée un pôle d'excellence, et ce pôle d'excellence, c'est vous qui le créez. On se connaît tous, on est presque des mêmes promotions, soit aînés, soit moins, qu'ils soient dans le public ou dans le privé, je suis désolée. On crée nous-mêmes notre circuit excellent, et je peux t'assurer que j'en ai encore rarement opéré un malade dont je ne savais pas à l'avance si c'était métastatique ou qu'il était primitif. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, excuse-moi. La priorité chirurgicale. Ah non, la réalité chirurgicale, elle est claire. En matière cancer colorectal, il faut que la tumeur primitive, c'est-à-dire elle soit réglée. Ça, c'est la première des causes. Tu vois, à la différence, par exemple, dans le poumon, quand il a une métastase unique cérébrale, parce qu'à ce moment-là, c'est le cerveau qui prime sur le poumon, il faut qu'elle soit traitée avant qu'on touche, parce qu'on a toujours peur des conséquences de réveil après post-opératoire. Mais dans le cancer colorectal, tumeur primitive, elle doit être réglée avec plus de 24 mois d'intervalle libre, avec moins de 2 métastases, pas trop grandes, 2 à 3 cm au grand maximum, sans qu'il y ait d'antigènes carcinome embryonnaire qui soient élevés s'ils étaient élevés avant, et pour lequel, s'il y a une néoadjuvante qui a déjà été faite, qu'il soit répondeur. S'il n'a pas ces critères, ne me l'envoyez pas, ça ne sert à rien, parce qu'on va lui faire un geste qui va être délétère pour lui, et pour lequel on connaît toutes les données de la littérature qui ont montré qu'il n'y avait pas réellement de survie. Voilà. Donc pour une grande survie, on va dire, sans maladie ou sans récidive. Voilà. Très bien.
Et je vous remercie. Ok, merci professeur Achour. Donc on passe au débat concernant les communications sur la chirurgie digestive. On va les poser en vrac pour tous les intervenants. Moi, je voudrais poser une question au docteur Belkharchi concernant la chimiothérapie périopératoire. Est-ce que, en sachant qu'elle cible en préopératoire un patient qui est affaibli par la maladie, alors périopératoire, est-ce que vous faites la préopératoire ou vous faites les deux, la post-opératoire? Dans le cas où la chimiothérapie en adjuvant est réalisée, au bout de combien de temps, après la gastrectomie, vous confiez le malade à l'oncologue médical? Donc nous, on est classique dans le service. Bien sûr, pratiquement tous nos patients bénéficient d'une chimiothérapie périopératoire. Ces derniers temps, le service d'oncologie nous fait le schéma flotte. Donc on leur confie les patients. Quand ils ne sont pas vraiment en état général, donc on essaie de les préparer des fois par des jujunostomies, on les réalimente, on les prépare. Donc on les confie après aux oncologues pour qu'ils fassent le chimio néoadjuvante. On reprend nos patients, on les opère aux alentours de 6 semaines, 4 à 6 semaines, des fois même à 8 semaines. Et puis au bout de 4 semaines, on les reconfie pour la deuxième cure de chimiothérapie, c'est-à-dire pour la chimio adjuvante. Bon, enfin, la cure post-opératoire dépendra, effectivement, c'est à partir de la 4e semaine, mais elle dépendra de la reprise opératoire du patient, de l'état général du patient. Mais en général, un mois après, ils reprennent leur chimiothérapie. Et tous les malades opérés dans le service avaient bénéficié d'une chimiothérapie. Quand il y a un problème nutritionnel, et on a un malade récemment hospitalisé pour une jéjunostomie, bien qu'il est symptomatique, on a préféré faire une jéjunostomie avec gastrostomie de décharge, chimiothérapie, pour que le malade bénéficie de cette chimiothérapie. Oui, professeur Azouaou. Lui-même qui s'occupe de gérer les dossiers et d'avoir un follow-up assez précis. Donc je reviens sur ces histoires de cancer à cellules indépendantes. Et moi, dans mon RCP, enfin, on avait toujours des soucis à ce qu'il faut faire de la chimiothérapie ou de la chirurgie d'emblée, donc en dehors des formes symptomatiques. Donc, ce n'est pas toujours réglé. M. Belkharchi, avec qui il y avait des études respectives qui disaient que la tendance était un peu à la chirurgie d'emblée, c'est ça. Je ne sais pas quel est ton avis, parce que ça n'a pas été précisé un peu sur ta présentation. Merci. Merci, monsieur, pour votre question. En fait, déjà, la définition de ces adénocarcinomes à cellules indépendantes est très hétérogène. C'est pour ça que j'ai cité la classification de Véron en 2017, où il y a une réunion d'experts pour essayer de définir exactement c'est quoi un adénocarcinome à cellules indépendantes. Et même dans ces adénocarcinomes à cellules indépendantes, il n'y a pas une seule entité. Il y a plusieurs sous-types de ces adénocarcinomes à cellules indépendantes. Et c'est vrai que dans la littérature, quand on revoit un peu ce qu'il y a par rapport à la chimiosensibilité de ces adénocarcinomes à cellules indépendantes, il y a eu beaucoup d'écrits, notamment il y a une étude française rétrospective qui a été publiée en 2012 avec un effectif de plus de 1500 malades. En fait, les auteurs de cette étude ont conclu que en fait, la chimiothérapie périopératoire n'était pas bénéfique pour les adénocarcinomes à cellules Omba-Gachatol. Après, c'est ce qui a motivé le Prodige 19, c'est un essai prospectif randomisé français qui a été publié en 2019. En fait, ils ont pris des adénocarcinomes à cellules Omba-Gachatol. Ils ont été randomisés en 2 bras.
chirurgie d'emblée plus la chimiothérapie où on a du vent versus chimiothérapie périopératoire. Ils sont partis sur un essai de phase 2 dans l'intention d'aller sur une phase 3 et l'objectif principal c'était d'améliorer la survie globale des patients de moins de 10% dans le bras chirurgie sans chimiothérapie. En fait, ils étaient obligés d'interrompre cet essai. Pourquoi? Parce qu'à 2 ans, ils se sont rendus compte qu'il y avait un net bénéfice en matière de survie globale et de survie sans récidive dans le bras où les patients ont reçu de la chimiothérapie périopératoire. Du coup, à partir de là, c'est devenu une recommandation que, quel que soit le type et le grade de différenciation, il faut aller sur une chimiothérapie périopératoire. Mais en fait, la seule particularité de ces adénocarcinomes à cellules en bagage à temps, comme peut-être que je n'ai pas insisté, c'est que c'est des tumeurs, bon, en fait, le pronostic est assez paradoxal. Pour les early gastriques, pour les tumeurs superficielles de l'estomac, les bagages à temps, ils sont de très meilleurs pronostics par rapport aux autres types histologiques. Et c'est des tumeurs qui restent longtemps superficielles, sans envahissement de la submuqueuse. Mais dès que la tumeur arrive au niveau de la submuqueuse, il y a un tropisme ganglionnaire et péritonéal très élevé, beaucoup plus important que les autres types. C'est pour ça que ces malades sont souvent au stade déjà d'envahissement ganglionnaire très important et aussi de carcinose péritonéale. La seule particularité avant de mettre une chimiothérapie pour un cancer en cellule en bagage à temps, s'il est déjà classé T3N+, sur la morphologie, moi je recommande de faire une cellule déjà, une cellule exploratrice et surtout une cytologie péritonéale pour déjà essayer de détecter une carcinose péritonéale qui peut passer inaperçue sur les examens morphologiques et ce qui explique un peu le mauvais résultat et la mauvaise survie de ces patients. Sinon, on peut les traiter et les gérer comme les autres, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et le type de protocole, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune différence. On peut mettre du Capox, du Float, du Folfox, il n'y a aucune différence par rapport à ça aussi. Ok, professeur Habarak, oui. Moi, j'ai un petit commentaire et une petite question à tous les orateurs qui ont présenté. Tu as anticipé un tout petit peu, Mohamed, sur la cellule diagnostique. Alors, en sachant que le cancer de l'estomac résécable, il y a 30% qu'on découvre métastatique ou en carcinose. Je ne sais pas ici en Algérie, est-ce qu'il y a des services qui font systématiquement cellule diagnostique? Moi, dans le service, je ne la fais pas. Je la fais rarement. Je ne sais pas s'il y a des services qui font ça. Merci. Oui, professeur Sididis. Alors, pour la question de M. Habarak d'abord, dans notre pratique de tous les jours, on ne fait pas de cellule exploratrice pour tous les patients. D'abord, ça prend du temps, c'est toute une organisation et c'est très compliqué de faire ça systématiquement pour tous les patients. Par contre, des moments que les dossiers sont discutés en RCP avec un radiologue référent, on revoit, il faut avoir déjà des scanners de bonne qualité, il faut bien analyser l'imagerie. S'il y a un doute, il ne faut pas hésiter à refaire, à compléter par une IRM ou une autre imagerie. Mais dès qu'on a une grosse tumeur avec envahissement de la cirrhose péritonéale, où il y a un doute sur l'existence d'une cirrhose péritonéale, où il y a de l'acide ou des signes indirects, là, il ne faut pas hésiter à aller sur une cellule en première. De toute façon, même dans les grandes séries, que ce soit asiatiques ou européennes, la cellule diagnostique, elle ne dépasse pas les 40%. Vous voyez que même chez eux, où ils font des résections, même sous laparoscopie, ils ne font pas de cellule exploratrice systématique pour tous les patients. Il faut vraiment être sélectif sur la celluloscopie exploratrice. Voilà, ça c'est par rapport à M. Habarak. Par rapport à M. Sididris, en fait, la gastrectomie totale, c'est surtout le siège de la tumeur qui conditionne l'étendue de la résection. Le type histologique, oui, quand c'est un peu différencié ou un cellule en bagage à temps, on est obligé d'avoir une marge de résection proximale de moins 8 cm.
ça m'est arrivé à plusieurs fois que même un adénocarcinome antral, même s'il est de type un adénocarcinome en cellule en bas à chaton, je peux faire une partielle ou une subtotale à condition d'avoir la marge de résection proximale de 8 cm sans aucun problème. Par contre, ce qui pose problème, c'est la marge distale, que vous voyez qu'on n'en parle pas trop et que souvent cette marge, elle risque d'être infiltrée. Il faut pas, à mon avis, il ne faut pas se contenter de 1 cm sur le duodénum. Moi, personnellement, il faut aller complètement à droite de la gastro-duodénale, ce qui permet d'avoir un meilleur curage du groupe numéro 5 et du groupe numéro 6, et surtout d'optimiser et d'avoir une marge de résection distale saine. Alors, par rapport à la récidive ganglionnaire, en fait, c'est des chiffres. C'est vrai que le type diffus, il est très lymphophile, et c'est vrai que dans les données préopératoires, où presque c'était identique, 80% des patients étaient classés N+, et sur la pièce opératoire, même après chimiothérapie, on avait moins de stérilisation ganglionnaire dans l'adénocarcinome à cellules indépendantes par rapport aux autres formes histologiques, et que même le nombre de ganglions infiltrés en moyenne était supérieur dans les ADCI que par rapport aux autres types, mais ces patients, paradoxalement, ils ne récidivaient pas sur le ganglion, mais ils récidivaient beaucoup plus sous forme de carcinose péritonéale et assez précocement. Voilà, c'est ce que je peux vous donner comme réponse. Oui, je ne dis pas cellio-diagnostic, exploration, c'est-à-dire on commence par une cellio et puis on continue. Voilà ce que je voulais dire. Deuxième des choses, quel que soit le type de radiologie qu'on demande en préopératoire, que ce soit échographie, scanner, IRM, TEP scan ou corrélation entre écho-endoscopie, il n'y a aucun examen qui peut être formel. Donc, de point de vue littérature, il y a 30% de malades résécables qui ne sont pas résécables en préopératoire. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, merci. Professeur, allez-y. J'ai une question pour les cancers à cellules indépendantes. Ils progressent souvent. On a eu des cas où la progression est rapide sous chimiothérapie en préopératoire. J'aimerais savoir quel est le protocole de suivi pendant cette chimiothérapie. S'il y a une progression, doit-on arrêter la chimiothérapie et proposer la chirurgie d'emblée? Merci. En fait, je pense que si le patient a progressé aussi rapidement, c'est que probablement c'est une mauvaise évaluation, une mauvaise indication. Après, au début, quand il y a eu cette polémique sur la chimiosensibilité et la chimiorésistance de ces adénocarcinomes à cellules indépendantes, il était recommandé de faire des PET scanners après la première cure de chimiothérapie et essayer d'évaluer la réponse tumorale à cette chimiothérapie. Mais là, cette façon de faire a été complètement abandonnée parce que le PET scan, en fait, il a une très mauvaise sensibilité par rapport à ces adénocarcinomes en cellules indépendantes. Du coup, quand on a un doute, il faut faire une cellule exploratrice pour mieux classer et pour une meilleure indication de cette chimiothérapie périopératoire. Voilà. Professeur Bouzid. Merci. Et moi, j'ai deux petites questions à Annan. Elle a parlé des méta-hépatiques, des cancers gastriques. Je voulais savoir, est-ce que pour la radiofréquence que tu as fait pour le malade, est-ce qu'il n'y avait pas indication à réséquer? Un. Et deuxièmement, pour l'ischémie hépatique, comment et qu'est devenu le patient? Merci. Merci pour tes questions. Pour la radiofréquence, il y avait un malade chez qui on a fait une radiofréquence. Il s'agissait pratiquement d'un patient qui avait un cancer gastrique avec infiltration pratiquement totale de tout l'estomac, avec infiltration des adénopathies, et il avait 11 métas quand même. Il y avait des métas superficielles et des métas profondes. Donc chez lui, il était quand même âgé, 78 ans. Donc on a fait quand même une gastrectomie palliative, une métastasectomie, et on l'a proposé pour la chimiothérapie, et on a repris le malade secondairement, et plutôt la première fois, oui, et secondairement, on a repris le malade puisqu'il était en bon état général, et on a fait pour les radiofréquences profondes, pour les métastases profondes de radiofréquence, et les autres superficielles, on les avait réséquées.
Et pour le patient, il y avait un patient qui avait une ischémie a été localisée. Donc, et en plus de ça, lorsqu'on fait une métastasiectomie avec des résections digestives, on met systématiquement les patients sous augmentin pour éviter la surinfection de la nécrose. Et donc, c'est rentré dans l'ordre. C'était une petite zone de... Merci. Juste, si vous permettez un petit commentaire par rapport à ça. Professeur Boubenidel. Vas-y. C'est juste pour le cancer de l'estomac métastatique. Métastase hépatique découverte synchrone, quand ils sont plus de 3, il n'y a aucun intérêt à réséquer ni les métahépatiques ni le primitif. Il y a une étude, un travail prospectif randomisé japonais, l'étude Arigata qui a été publiée à l'ASCO 2019. Ils ont évalué l'intérêt de la gastrectomie dans ces cas-là. Il n'y a aucun intérêt on n'améliore pas le pronostic de ces patients, au contraire, on les expose à une morbidité, à une mortalité et à une qualité de vie assez médiocre. Du coup, la chimiothérapie, elle fait mieux que la résection. Bien sûr, je dis bien dans les cancers de l'estomac métastatique synchrone quand on a plus de 3 métas sur le foie. Voilà. Oui, j'ai trouvé des articles, c'était étonnant, des articles le dernier, le japonais, et un article qui a été fait, je ne l'ai pas présenté, des Turcs de 2023. Ils ont comparé, est-ce qu'il fallait faire des gastrectomies, même palliatives, est-ce qu'il fallait faire des métastasectomies, et quel est le nombre de métastases? Ils se sont arrêtés à un nombre de pas plus de 4 métas. Et le diamètre, il ne doit pas être supérieur à 4 cm. Et là, ils ont remarqué et ils ont conclu à une résection palliative des métas, surtout des métas, donner une survie qui peut aller jusqu'à 5 ans. Là, c'est l'étude d'un Turc de 2023 sur le traitement des métastases hépatiques. Merci, professeur Hanan. On donne la parole à professeur Boubenidel. Dans le quotidien pour s'occuper des métastases de l'estomac, etc. Donc je crois qu'il faut remettre un petit peu, et je rejoins le commentaire de mon ami Mouralaoui, on parle de la cancéro certes, mais on est loin d'avoir réglé tout le problème de la cancéro pour s'occuper des métastases d'un peu atypiques. Donc je crois qu'il faut revenir un petit peu, on a des jeunes avec nous, si on commence à parler des métastases gastriques, je crois que le message il est difficile à faire passer. Donc faites attention à ce qu'on dit. Très bien, merci professeur Boubenidel. J'ai une petite question. Tu as un commentaire, Makhloufi? Tu devais dire quelque chose? Oui, c'est juste pour répondre à M. Boubenidel par rapport au diagnostic histologique sur biopsie. En fait, dans les recommandations, quand on fait une endoscopie diagnostique pour un cancer de l'estomac, il est recommandé de faire entre 8 et 12 biopsies. Alors que nous, dans notre pratique de tous les jours, en général, on fait 2-3 fragments au maximum. Du coup, il vaut mieux classer par excès. Quand on a sur un fragment, il y a des cellules en bagage à temps, il vaut mieux le classer par excès que de le classer autrement, en sachant que, quel que soit le type et le degré de différenciation, ça ne change pas la stratégie thérapeutique de ces patients. Et c'est pour ça que dans la série, il y a une surestimation de 14% quand on compare entre les résultats de la biopsie et les résultats sur la pièce opératoire. Voilà, c'est... Je voudrais vous poser concernant les formes lignitiques, les cellules indifférenciées en bagage à temps dans les formes lignitiques. On a constaté, comme ce qui est recommandé actuellement, c'est la chimiothérapie périopératoire, mais on a constaté chez les derniers malades une progression tumorale sous chimiothérapie. Est-ce qu'il faut continuer la cure dans l'espoir d'avoir un résultat, ou bien passer directement à la chirurgie, ou abandonner complètement cette chimiothérapie
dans ses formes histologiques. Et la deuxième petite question concernant les anthropyloriques, les indifférenciés, les cellules en bagage à temps anthropyloriques, où il y a quelques papiers ces dernières années qui parlent d'une préférence d'une gastrectomie totale. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Alors, pour les formes linétiques, c'est une forme particulière. C'est un estomac qui est complètement rigide et complètement tubulisé. En fait, le diagnostic, il se fait à l'endoscopie et sur le scanner. Et dans 80%, c'est des adénocarcinomes à cellules en bagage à temps, mais dans 20%, on peut retrouver d'autres types histologiques. La particularité de ces lignes gastriques, c'est que souvent, c'est des tumeurs symptomatiques. Parce que souvent, il y a de la sténose, il y a des vomissements, c'est des tumeurs qui saignent. Du coup, c'est des mauvais candidats pour une chimiothérapie périopératoire. Une forme linétique, il faut opérer d'abord le patient, et après, si c'est possible, de mettre de la chimiothérapie en post-opératoire. Voilà, c'est ce qui concerne les formes linétiques. Après, pour les anthropyloriques, en fait, dans les impératifs carcinologiques des cancers de l'estomac, pour les cancers de l'antre gastrique, il faut faire une résection R0 en passant par des marges de résection 5 cm en proximal si c'est un type intestinal ou de 8 cm si c'est un type diffus, 1 cm sur le duodénum. Ce qui pose problème, c'est la marge circonférentielle. Pour avoir une marge de moins de 1 mm, il y a un curage de type D2. Du coup, élargir une gastrectomie, faire une totale pour un adénocarcinome de l'antre, là aussi, il y a plusieurs essais qui ont été publiés dans la littérature. Il y a un essai français qui a été publié, qui remonte quand même aux années 2009 et un autre en 2011. Ils ont comparé les gastrectomies totales versus les gastrectomies 4/5e. Là aussi, en fait, sur les résultats post-opératoires, la gastrectomie partielle, on a moins de fistules, moins de complications en post-opératoire. Le curage, les résultats carcinologiques, la survie globale, la survie sans récidive, elle est identique. Mais ce qui fait la différence en faveur de la gastrectomie partielle, c'est la qualité de vie de ces patients. Du coup, l'ensemble des auteurs étaient presque unanimement d'accord pour dire que pour un adénocarcinome de l'antre gastrique, il est préférable de faire une gastrectomie partielle qu'une gastrectomie totale. Voilà. Monsieur Sidi Idriss. La dernière question. Moi, je pense que je suis tout à fait avec monsieur. À partir de deux métastases, toutes les études ont démontré le non-gain sur le plan carcinologique et sur le plan survie quand on a au-delà de deux métastases. Ça ne sert à rien d'aller enlever ces métastases par ceci. Donc, je veux dire que le message, dire que c'est faisable, oui, c'est faisable, on peut enlever les métas, mais sur le plan carcinologique, on ne ramène rien. Maintenant, il y a une particularité, c'est vrai qu'actuellement, on va vers la chirurgie personnalisée. On a un sujet jeune, cancer gastrique, 3 métastases, oui, on peut essayer. On peut essayer d'espérer avoir un gain. Mais pour dire qu'on doit faire des métastasectomies, Ok, merci. Je pense qu'on... Une dernière question avant la pause café. Docteur Tchep. La place de la chirurgie, cancer de l'estomac. Oui, en fait, si c'est une carcinose péritonéale périgastrique localisée uniquement à l'étage sus-mésocolique, sans extension, et sans passer par une résection élargie, donc on n'est pas obligé d'aller faire une hépatectomie, une colectomie et tout ça.
Si on peut faire une résection macroscopiquement saine, oui, il faut la faire. Après, le problème qui se pose, est-ce qu'il faut faire de la chimiothérapie en hyperthermie, en péropératoire ou de l'adjuvant? Ça, c'est très compliqué. Il y a eu beaucoup d'essais qui ont été publiés dans la littérature. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas vraiment une réponse. Mais bon, il faut que ça soit une carcinose limitée avec un score moins de 8 et vraiment en périgastrique. Voilà. Ok, merci tout le monde. Nous vous invitons à une pause café. Salut mon ami, plaisir de vous voir. Inch'Allah.